La cigarette électronique est en réalité plus difficile à arrêter que la cigarette pour la plupart des gens. Cela signifie-t-il que l'arrêt de la cigarette est assez facile pour la plupart des gens? Non. 70% des personnes qui fument des cigarettes déclarent qu'elles aimeraient arrêter si elles pensaient pouvoir le faire. Le taux de réussite pour arrêter de fumer lorsque les gens essaient d'arrêter brutalement, sans aucune aide, ils peuvent dire à leur famille et à leurs amis « Hé, j'arrête, c'est bon », est extrêmement faible. Il est de 5%. Donc, 5% des personnes qui disent « C'est bon, je ne fume plus », malgré un diagnostic de cancer, je ne vais plus jamais fumer, malgré la peur des effets négatifs sur la santé, je ne vais plus jamais fumer, malgré le coût financier et le coût pour la santé, et je pourrais énumérer un grand nombre de choses négatives que fumer provoque. Mais vous le savez déjà, fumer détériore votre peau, comme je l'ai mentionné. Cela diminue la libido, perturbe les hormones, affecte la fonction vasculaire, la fonction cérébrale et cause toutes sortes de choses terribles. Pourtant, la plupart des gens qui essaient d'arrêter n'y parviennent pas. Et parmi les 5% qui réussissent à arrêter, 65% d'entre eux rechutent dans l'année. C'est donc un tableau très déprimant. Mais cela ne veut pas dire que les gens ne peuvent pas arrêter. En fait, ils le peuvent. Il existe plusieurs méthodes qui ont prouvé leur efficacité pour aider les gens à arrêter de fumer. Certaines sont comportementales et d'autres sont pharmacologiques. Je voudrais aborder les méthodes comportementales en premier, car il s'avère qu'il existe une méthode très efficace pour arrêter la consommation de nicotine par le biais de la cigarette, qui s'applique également à la cigarette électronique. C'est un excellent travail réalisé par mon collègue. En fait, un collaborateur proche, bien que je n'ai pas été impliqué dans cette étude que je m'apprête à décrire à Stanford. Il s'appelle Dr David Spiegel. Il est notre vice-président de la psychiatrie. Il a été invité sur le Huberman Lab podcast et il est un expert mondial, voire l'expert mondial des applications cliniques de l'hypnose. Maintenant, quand je dis hypnose, beaucoup de gens pensent à l'hypnose de scène, où l'hypnotiseur essaie de faire aux gens certaines choses et de dire certaines choses, pas nécessairement contre leur volonté, car ils doivent en fait accepter. Mais c'est l'hypnotiseur qui dicte ce que la personne pense, dit et fait. L'hypnose clinique est très différente de cela. Dans l'hypnose clinique, la personne, le patient, dirige en fait ses propres changements cérébraux vers un objectif spécifique, émotionnel ou comportemental. Les travaux du laboratoire du Dr David Spiegel réalisés en 1993, qui de nos jours a été reproduit de nombreuses fois depuis, et qui ont été repris dans des études plus récentes, je fournirai des liens vers ces études dans les notes de l'émission afin que vous puissiez y accéder. Ces études ont montré qu'en utilisant une forme spécifique d'hypnose, les gens peuvent parvenir à une cessation complète et totale de la consommation de cigarettes. Et il n'y a aucune raison de penser que cela ne s'applique pas également à la cigarette électronique. Et ce, grâce à une seule séance d'hypnose. Les taux de réussite sont incroyablement élevés lorsque l'on considère que normalement le taux de réussite ne serait que de 5%. Le taux de réussite avec cette hypnose particulière, développée à la Stanford School of Medicine par le Dr David Spiegel, est de 23% pour les personnes qui suivent cette hypnose une seule fois et parviennent à arrêter de fumer. Auparavant, ce qui en réalité n'était pas si longtemps, mais avant l'avènement des smartphones et avant que l'Internet ne se développe autant qu'il est aujourd'hui, cela se faisait en faisant venir quelqu'un à la clinique et le Dr David Spiegel lui-même et l'un de ses collègues hypnotisaient la personne. De nos jours, vous pouvez accéder à cette hypnose. Il existe une merveilleuse application développée par le Dr David Spiegel et d'autres. L'application s'appelle Rêverie. J'ai parlé de cette application quelques fois dans le podcast auparavant, car il existe des scripts d'hypnose pour améliorer le sommeil, pour faciliter l'endormissement. Si vous vous réveillez au milieu de la nuit pour la concentration ou un certain nombre de changements de comportement et émotionnels, il y a aussi une fonction dans l'application Rêverie pour arrêter de fumer qui correspond exactement aux approches en laboratoire et en clinique que le Dr David Spiegel utiliserait si vous veniez à sa clinique ou dans son laboratoire. Puisque ce n'est pas possible pour un grand nombre de personnes. Donc si vous ou quelqu'un d'autre essayez d'arrêter de fumer ou de vapoter, de chiquer du tabac ou de priser, je vous encourage vivement à consulter l'application Rêverie. Vous pouvez la trouver facilement en allant sur rêverie.com. Elle est disponible en différents formats. Certaines parties sont disponibles gratuitement, tandis que d'autres sont payantes. Mais compte tenu de l'impact extrêmement négatif de fumer, de vapoter, de chiquer ou de priser, l'hypnose pour l'arrêt du tabac que Rêverie propose semble, du moins pour moi, être une ressource très puissante et utile. Alors, n'hésitez pas à la consulter si vous êtes quelqu'un qui essaie d'arrêter de consommer de la nicotine par l'une des 4 méthodes que je viens de mentionner. Maintenant, bien sûr, il existe d'autres méthodes que les gens ont utilisées pour arrêter avec succès de fumer ou de vapoter ou d'autres formes d'administration de nicotine. Et il y a en réalité un excellent article de revue sur ce sujet.
Avant de plonger dans quelques détails spécifiques concernant la pharmacologie de l'utilisation de la nicotine elle-même pour arrêter de fumer ou pour arrêter de vapoter, ou l'utilisation d'autres choses, y compris les médicaments antidépresseurs, je tiens simplement à vous orienter vers un article de revue qui offre une excellente analyse sur ce sujet. Il a été publié il y a seulement quelques années, en 2020. Et le titre de l'article est « Une approche pharmacologique pour arrêter de fumer ». Une revue mise à jour pour la pratique clinique de tous les jours. Même si cela concerne principalement sur l'arrêt de la cigarette, cela s'applique également plutôt bien au vapotage et elle détaille un certain nombre de statistiques. Le fait que chaque année, 700 000 personnes ou plus meurent des suites de maladies liées au tabagisme. Donc là encore, vous avez les effets négatifs sur la santé. Le fait que les jeunes fument plus tôt, que les femmes fument plus, et même si l'on observe généralement moins de tabagisme aux États-Unis, au Canada et même en Europe du Nord, dans certains endroits, il y a encore beaucoup de gens qui fument et qui aimeraient arrêter. Mais 75% des personnes, du moins selon cette revue, plutôt j'avais dit 70%, mais les estimations montrent que jusqu'à 75% des personnes qui essaient d'arrêter de fumer rechutent dès la première semaine. Elles retombent dans le tabagisme. C'est à ce point que la nicotine est puissante comme renforceur. N'oubliez pas, c'est la nicotine dans la cigarette qui est un puissant renforceur. Mais il y a aussi l'habitude orale, l'habitude motrice. Vous savez, il y a cette chose concernant la densité de récepteurs sensoriels sur les lèvres. Les gens aiment porter des choses à leurs lèvres, de la nourriture, des cigarettes, d'autres lèvres dans certains cas, etc. Il y a un circuit de renforcement lié à cela, pour des raisons d'adaptation assez évidentes. Et, par conséquent, il y a un renforcement à la fois du comportement et de la dopamine libérée par la nicotine elle-même. Et comme je l'ai mentionné plus tôt, cela provient du renforcement positif qui découle de l'augmentation de la concentration ou de votre capacité d'attention et du fait que vous êtes alerte et que les gens vous sentent présents. Tout cela se rejoint et forme un renforcement positif, le renforcement comportemental, ce que nous appellerions l'addiction. Donc, cette revue couvre tout cela et passe ensuite de manière approfondie au travers de la thérapie de substitution à la nicotine et divers composés, dont plusieurs que je vais aborder maintenant, qui ont démontré d'augmenter ce nombre dont nous avons parlé précédemment. Seulement 5% des personnes qui essaient d'arrêter, sans autre soutien pharmacologique ou hypnose ou autre, qui disent simplement « c'est fini, je ne vais plus fumer » ou « je ne vais plus vapoter », seulement 5% des personnes réussissent à arrêter. Et parmi eux, beaucoup finissent par rechuter plus tard. Il existe quelques approches pharmacologiques, l'une des principales qui a reçu beaucoup d'attention ces dernières années est le bupropion, parfois appelé par son nom commercial Wellbutrin. Maintenant, le bupropion est un composé qui augmente la libération de dopamine, et dans une moindre mesure, de l'épinéphrine, et d'autres composés neurochimiques également. Ce médicament est utilisé pour le traitement de la dépression et pour arrêter de fumer. Je tiens à souligner à nouveau que je ne suis pas psychiatre, donc je ne vous dis pas de prendre du bupropion, mais je vais vous donner un aperçu de ce qui est généralement fait en termes d'administration pour aider les gens à soulager certains des symptômes de sevrage lorsqu'ils essaient d'arrêter de fumer, vapoter ou d'autres formes d'ingestion de nicotine. Généralement, le bupropion est pris à des doses de 300 mg par jour, divisées en 2 doses de 150 mg chacune, ou parfois il existe une formule de libération lente. Les dosages varient d'une personne à l'autre, et je tiens vraiment à souligner qu'il y a un risque accru de crise d'épilepsie avec le bupropion. Ce risque ne concerne qu'une petite fraction de la population, mais il représente néanmoins une préoccupation réelle pour ces personnes. Alors, pour ceux d'entre vous qui présentent un risque de crise d'épilepsie, que vous le sachiez ou non, cela va être une préoccupation valable en termes d'effets secondaires potentiels. Autre chose à propos du bupropion est qu'il doit être utilisé avec précaution chez les patients souffrant de maladies hépatiques ou rénales, car cela peut affecter la quantité d'administration. C'est-à-dire que parfois les personnes doivent prendre une dose beaucoup plus faible et parfois elles ne peuvent pas en prendre du tout. Parfois, si les gens prennent des benzodiazépines pour une raison quelconque ou d'autres sédatifs, il y a des contre-indications. Ainsi, le bupropion n'est pas une solution universelle, une solution miracle pour arrêter de fumer. Néanmoins, pour les personnes qui peuvent le prendre en toute sécurité, et je le répète, il s'agit d'un médicament sur ordonnance, un psychiatre certifié ou un autre médecin vous en prescrira si c'est approprié pour vous. Et cela fait passer le taux de réussite de 5% à environ ce que l'on observe avec l'hypnose clinique, soit environ 20% des personnes réussiront à surmonter leur addiction à la nicotine, ou je devrais dire leur addiction à la cigarette ou au vapotage. Il est important de se demander pourquoi cela fonctionne, n'est-ce pas? Ce n'est pas comme si le bupropion augmentait la nicotine en soi. Ce qu'il fait, c'est qu'il agit sur cette voie de récompense, la voie mésolimbique, en augmentant la dopamine, ou du moins en permettant au niveau de dopamine de rester suffisamment élevé pour que les personnes ne ressentent pas la baisse de dopamine qui entraîne les symptômes de sevrage, la diminution de l'humeur, et etc. Ce n'est pas une coïncidence et le bupropion est également un antidépresseur.
C'est un antidépresseur courant pour les personnes qui ressentent des effets secondaires négatifs des ISRS, les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, qui les empêchent de prendre leurs médicaments, comme une diminution de la libido, ou de l'appétit, ou dans certains cas, une augmentation de l'appétit, ou d'autres effets secondaires que certaines personnes, pas toutes, mais certaines éprouvent avec les ISRS. On leur prescrira du Wellbutrin, dont le nom générique est bupropion. Donc, le bupropion est ce qui sera prescrit à la place avec les risques de crise convulsive, de maladies rénales, de maladies du foie, etc. Les résultats avec le Wellbutrin pour l'arrêt du tabac sont plutôt bons. Vous voyez, si vous comparez l'augmentation de 5 à 20%, c'est assez spectaculaire. Et pourtant, je tiens également à rappeler l'incroyable succès de l'approche de l'hypnose clinique. Encore une fois, vous trouverez cela sur rêverie.com. L'approche de l'hypnose clinique a un taux de réussite de 23%, donc elle est très étroitement alignée, voire supérieure, au taux de réussite du bupropion. Bien sûr, il existe d'autres approches pharmacologiques pour arrêter de fumer ou de vapoter. Tous se concentrent généralement sur l'augmentation de la dopamine et ou de la noradrénaline afin de compenser certains des symptômes de sevrage, de l'arrêt du tabac ou de l'arrêt de la vapote. Une approche très courante que les personnes essayant d'arrêter de fumer ou de vapoter est d'utiliser la nicotine elle-même pour essayer d'éviter que les gens cherchent de la nicotine à travers une cigarette ou une vapote. Ce que je veux dire par là, c'est que les gens utilisent un patch à la nicotine, ou de la gomme à la nicotine, ou un autre dispositif de libération de nicotine, qui n'est ni une cigarette ni une vapoteuse, afin de maintenir des niveaux de nicotine dans leur circulation sanguine, ce qui signifie bien sûr maintenir des niveaux de nicotine dans leur cerveau et leur corps, au même niveau qu'ils le feraient s'ils fumaient ou vapotaient. Les patients peuvent même graduellement réduire la quantité totale de nicotine dans leur cerveau et leur corps en diminuant le nombre ou la puissance des chewing-gums à la nicotine qu'ils mâchent chaque jour, ou en gardant le patch pour une durée plus courte ou en obtenant un patch à plus faible dose qui libère moins de nicotine au total, ou sur une période donnée. Toutes ces approches ont été montrées comme raisonnablement efficaces. Je vais venir aux chiffres dans quelques minutes, mais elles sont raisonnablement efficaces pour permettre aux gens d'arrêter de fumer ou de vapoter. Encore une fois, la plupart des données portent sur la cigarette, car le vapotage est un phénomène relativement nouveau. Bien que ce soit, de manière troublante, c'est un comportement en rapide augmentation, surtout chez les jeunes. Pourquoi je regroupe ces deux choses ensemble? Car je pense que nous aurons bientôt besoin d'une campagne à grande échelle pour lutter contre l'addiction au vapotage. Alors que savons-nous sur la cessation du tabagisme utilisant la nicotine elle-même? Le patch, est-ce la meilleure option? Le chewing-gum à la nicotine est-il meilleur? Il s'avère qu'une combinaison d'approches est la meilleure. C'est quelque peu surprenant, mais c'est très clair d'après la littérature que j'ai pu trouver. Utiliser des patchs de nicotine pendant une certaine période, puis passer au chewing-gum, puis peut-être passer au spray nasal, serait plus efficace. Ensuite, la question est de savoir combien de temps continuer chacune de ces méthodes, et s'il faut les chevaucher ou pas. Il semble que l'utilisation d'une méthode pendant environ une semaine, puis passer à une autre pendant environ une semaine, et ensuite passer à une autre méthode, soit une approche rationnelle et raisonnable, que de nombreuses personnes ont utilisé avec succès. Pourquoi cela fonctionnerait-il? Eh bien, tout cela a à voir avec différents taux d'absorption de la nicotine, et ensuite les conséquences en aval sur les systèmes de dopamine, d'acétylcholine, d'épinéphrine et d'autres systèmes du cerveau et du corps. Et bien qu'il n'y ait pas eu d'études extrêmement détaillées sur la cinétique exacte dont les pulvérisateurs nasaux, les patchs transdermiques et les gommes, etc. fonctionnent, il y a une explication logique qui vous semblera immédiatement compréhensible. Tout d'abord, les patchs transdermiques fournissent une libération assez constante tout au long de la journée, et souvent les gens les portent aussi la nuit. Ce point est pertinent car si les gens ingèrent de la nicotine en fumant ou en vapotant, ils ne se réveillent pas normalement au milieu de la nuit pour fumer ou vapoter. Certains le font, que vous le croyez ou pas, mais bien sûr, quand les gens dorment, ils ne fument pas ou ne vapotent pas. On vous dira de ne pas vous endormir avec une cigarette dans la bouche pour éviter de brûler toute la maison. Mais il est extrêmement rare que les gens fument en dormant. Donc quand les gens se réveillent le matin, et parce que la demi-vie de la nicotine provenant de la cigarette ou du vapotage est très courte, de 1 à 2 heures, ils sont essentiellement dans un état de sevrage au moment où ils se réveillent le matin. Pourquoi puis-je dire ça? Rappelez-vous que le sevrage commence environ 4 heures après la dernière ingestion de nicotine par la cigarette ou par l'inhalation via une vapoteuse. Ainsi, les gens se réveillent dans un état de sevrage de nicotine. Ils passent immédiatement à l'ingestion de nicotine, ou très peu de temps après le réveil. Ceci pour la plupart des gens. Donc, le patch de nicotine serait très efficace pendant environ une semaine. De nouveau, parlez-en à votre médecin pour connaître la meilleure approche à adopter.
Mais passer ensuite à un spray nasal ou de la gomme à la nicotine pendant environ une semaine va changer la cinétique de l'absorption de nicotine dans le sang et changer la libération de dopamine et d'autres neurotransmetteurs dans le cerveau. Cela maintiendra intentionnellement le système déséquilibré pour qu'il ne s'attende jamais à un seul modèle ou amplitude de libération de dopamine. C'est une façon très puissante pour faire fonctionner une méthode pour arrêter. Car comme je l'ai toujours dit, le programme le plus puissant pour la dopamine sera cette récompense intermittente aléatoire. C'est ce qui est utilisé dans les casinos pour prendre votre argent. Et généralement, ils le font. En moyenne, ils prennent votre argent plus souvent que vous prenez le leur. Et ils en prennent plus, et pas seulement plus souvent. Car ils utilisent cette programmation intermittente aléatoire. La programmation intermittente aléatoire est lorsque vous ne savez pas vraiment quand les pics de dopamine vont arriver. Il n'y a donc pas d'attente ni de désir. Et puis tout d'un coup, lorsque la dopamine est libérée, elle est extrêmement élevée. C'est ainsi qu'ils vous incitent à continuer de jouer. Même si vous perdez de l'argent et que votre dopamine diminue, il élève de temps en temps. Les remplacements nicotiniques peuvent être utilisés de manière similaire, mais de manière bienveillante afin de vous aider à arrêter de fumer ou de vapoter en maintenant les quantités totales de dopamine variables dans le temps et en modifiant la quantité de dopamine libérée. Cela semble aider les gens sur le plan comportemental et psychologique, car ils ne s'attendent pas à avoir une quantité particulière de dopamine dans leur cerveau et leur sang à tout moment.